Nous allons évidemment beaucoup parler de la question de l'eau, la relation de l'eau à l'art, pour le coup, parce que vous êtes tous les trois concernés pour des raisons diverses, mais on a bien vu là des logiques de parcours très forts et surtout des logiques territoriales. Je disais, Jean, ce matin, que en fait, le projet de l'estuaire avait était inspiré quelque peu. C'est pas du tout le même, mais il avait un cousinage avec notamment le travail de Pipo Litteris des Arte Plages pour l'exposition de Suisse 02 à Mora. Et je rappelais que Kopp Himmelblau, que les architectes avaient participé à cette grande aventure, et j'ai montré ce matin le fameux nuage de Blur que la ville de Barcelone a essayé de remonter, et je crois que les architectes y sont opposés au motif que c'était une œuvre unique qui était liée à l'aventure suisse. Et enfin, je crois savoir. Peut-être qu'il y a des raisons financières derrière aussi. Alors est-ce que ça t'a donné des idées? Oui, oui, ça a été extrêmement important pour moi. On avait eu l'idée d'estuaire avant. Et quand je parlais avec Patrick Bouchin de cette idée d'estuaire, il m'a dit, écoute, il faut absolument qu'avant que ça se termine, on aille en Suisse, voir Suisse 02, hein, c'est ça, hein, Suisse 02. Et donc on est partis tous les deux. Et on a découvert ça, c'était le dernier jour, mais vraiment les tout derniers jours, et c'était absolument génial, notamment le nuage de Diller Escoffidio, qu'on a ensuite essayé de faire venir sur Estuaire, et puis bon, ils ne pouvaient pas, ils ne sont pas venus. Mais oui, ça a été... on peut aussi se rappeler, je crois qu'on a fait allusion à cette opération ce matin, à l'opération Echigo-Sumari, hein, cette province japonaise, hein, cette région japonaise dans laquelle des artistes ont fait surgir des œuvres, avec une différence quand même avec Estuaire, c'est que là-bas il n'y a pas d'unité de lieu véritablement, il faut aller d'une œuvre à l'autre, c'est très long, hein, parfois il faut 1 heure en voiture pour retrouver une œuvre, ce qui est, il me semble, fort avec Estuaire, c'est cette unité de lieu sur 60 km. Bon, quelque chose là se passe et je pense qu'on a bien répondu à la question que les politiques nous posaient. Hein. Estuaire est un projet politique, hein, c'est-à-dire comment créer du lien, on vient d'en parler, hein, entre ses habitants, créer une histoire commune, hein, recréer une histoire commune. Bon, voilà, je pense que c'est le sens qu'on retrouve à travers tous ces exemples qu'on a vus aussi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait, et là je m'adresse à vous trois, que spécialement l'eau attire cela? Parce que, quand même, tu as parlé de la Ruhr tout à l'heure, c'est vrai que sur la route de l'industrie, comme on dit là-bas sur ce territoire allemand, la rivière Emscher, elle est petite. Voilà, elle est presque minuscule à l'échelle. Et des Richard Serra et autres sont venus dedans, et Christo d'une manière éphémère. Mais qu'est-ce qui fait que l'eau attire spécialement ce genre, j'allais dire, de folie, entre guillemets, au sens presque 18e siècle du terme? Je pense que l'eau, c'est l'espace de liberté. Hein, ça n'est pas constructible, finalement. Oui, on peut construire offshore maintenant, mais l'eau, c'est le dernier endroit où l'eau est totalement libre. Elle va, elle vient, on ne peut pas la maîtriser d'une certaine façon, même en créant des canaux. Et c'est cette idée-là de la liberté, cette idée aussi du départ. Quand on va sur l'estuaire à Nantes, on se demande comment les villes ont pu abandonner leurs fleuves. On se demande. Les fleuves sont constitutifs des villes. Bon. Et pendant toute une histoire, ils ont tourné le dos, les villes ont tourné le dos à leurs fleuves. Aujourd'hui, il y a un attrait, un retour vers les fleuves qui est vraiment un vrai plaisir. On le sent dans le regard des gens. Alors, c'est ce qu'on dit. Est-ce que là aussi, le fleuve est nourricier? On l'a dit, il est porteur d'imaginaire. Depuis ce matin, tous ces mots reviennent. On a beaucoup parlé du sensible. J'ai moi-même cité Fernand Pouillon sur ce thème. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une mode à faire ça aujourd'hui? Là, dans notre époque d'aujourd'hui, pourquoi ça vient à ce moment? C'est ça la question. Pas que ce soit une mode. Je pense que c'est une opportunité, effectivement, aujourd'hui. On décrivait ce matin, tout à l'heure, on décrivait l'eau ou la rivière
comme adhésive. Je trouve que c'est très important, effectivement, cette notion-là. C'est-à-dire que autour de la rivière, en fait, se concentrent des usages, des imaginaires, comme vous le dites, qu'on redécouvre aujourd'hui. D'abord parce qu'on a besoin de nouveaux espaces dans ce monde fini, on en a parlé aujourd'hui. Cet espace-là, c'est un espace ouvert, un espace de possible, un espace à redécouvrir. Ça, c'est une première chose. La rivière aussi, elle fait paysage, elle fait géographie, elle fait grand paysage, mais elle fait aussi ce rapport à l'eau. Le travail qu'on a fait avec les paysagistes sur les séquences de la Saône ont donné aux artistes une approche très de proximité, en fait, du détail aussi. Et au bord de l'eau, il y a le détail de l'insecte, le détail de la faune, la flore. Il y a ces deux échelles aujourd'hui qui sont des échelles tout à fait humaines. Enfin, voilà, je pense que c'est la question du rapport humain au contexte, enfin, qui fait qu'aujourd'hui on s'y réintéresse. Pour compléter, c'est aussi un paysage qui est en perpétuel mouvement, en fait, qui change tout le temps. Avec les conditions météo, avec le soleil, avec le vent, avec la neige, avec les bateaux, le transport. Et c'est vrai que, par exemple, je vois Dock en Seine. Enfin, moi, chaque fois que j'y passe, je m'efforce des fois de quitter, parce que rien que de voir des péniches, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc c'est un moment de liberté, de paysage, d'évasion. Et ce changement constant, qui est beaucoup plus perceptible que dans une situation urbaine dense ou complète. Là, on est face à un miroir, et c'est toujours un spectacle sur lequel on est attiré. Je pense que Jean Blaise doit avoir la même expérience que nous, la facilité avec laquelle les artistes répondent à notre demande quand on les emmène sur les lieux, alors comme l'estuaire, j'imagine, mais sur la Saône, c'est immédiat, cette envie d'investir ces lieux-là. C'est vraiment, ce sont des lieux, la proximité de l'eau, la rivière, porteur d'un imaginaire incroyable. Donc d'un imaginaire plus fort, si j'entends bien, que ne le serait l'espace urbain, parce que c'est vrai, Oui. dans la grille de New York, très orthonormée, il y a des pièces absolument extraordinaires, ou à Chicago avec des caldaires et autres. On a l'impression que là, les artistes sont un peu changés du champ classique de l'espace public pour aller reconquérir l'eau. C'est ça qui semble assez nouveau. Quand on voit les pièces de la Four Ellefson à New York, Oui, les grandes cascades d'eau dans des espaces disséminés à travers entre Brooklyn et Manhattan, c'est vrai que on est dans des espaces complètement inhabituels, sous un pont. J'ai montré les images ce matin de Shoots sur le Brooklyn Bridge. J'ai fait le parcours en bateau, c'est incroyable. Oui. Ce sont des moments d'une force, une attention. Comment tu analyses ça, Jean, justement, cette évolution, ce glissement vers le fleuve ou vers l'eau? Moi, d'abord, je pense qu'on redécouvre véritablement les fleuves, parce que c'est des espaces, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, qui appartenaient aux ports, qui appartenaient aux industries, et on ne pouvait pas y aller. Et puis moi, je me souviens de Barcelone, il y a peut-être 30 ans, ouais, quelque chose comme ça. On ne pouvait pas aller sur le port de Barcelone. On n'avait pas accès. Bon. Et donc, c'est des territoires qui se sont ouverts. C'est des territoires aussi de friche industrielle, donc des endroits, des espaces à reconquérir, moins chers que dans la ville. Bon. Et ça s'est passé comme ça à Nantes, ça s'est passé comme ça à Liverpool. Bon. Donc, à la fois cette fascination pour des territoires très étranges et très poétiques, mais qui étaient considérés comme abîmés par le public, par la population. Bon, donc cette idée de reconquête, oui, et puis cette idée qu'on peut là faire des images, créer des images, on va dire entre guillemets surréalistes, parce que le mot est totalement galvaudé, mais on l'a vu dans les installations que nous ont proposées les artistes sur l'estuaire, il y avait toujours cette dimension. On est ailleurs. On est véritablement ailleurs. Et là, on peut être dans un pré, au milieu des vaches, c'est pas évident. Alors, il y a au Japon l'expérience de Naoshima, où justement, dans un paysage ex-industriel, et même fortement industrialisé, un mécène a lancé tout un travail avec des architectes et des artistes. Là, il les a même réunis, James Turrell,
Tadao Ando, Nishizawa avec Sejima, et qui ont tous fait des œuvres avec des artistes, Boltanski, avec ses enregistrements des 10 000 chœurs et autres. Il y a là une vraie relation au paysage où la question urbaine est quasiment évacuée, puisqu'on est vraiment dans une relation au grand paysage, on pourrait dire. Je pense qu'il y a aussi une fascination des artistes pour quelque chose de sacrilège. Hein, c'est-à-dire qu'on va installer une œuvre dans la nature, hein, dans un paysage sauvage, même si l'industrie est quand même passée par là avant. Bon, et il y a cette fascination-là. Hein. Quand on est en milieu urbain, dans l'espace public, c'est pas pareil. Hein, ça n'est pas aussi excitant, aussi fascinant. Et je le disais tout à l'heure, sur l'estuaire, les communes qui se sont le mieux appropriées les œuvres sont les communes rurales, celles qui sont vraiment sur l'estuaire. À Nantes et à Saint-Nazaire, on pourrait dire c'est moins fort. C'est moins fort. Ça a moins de puissance, parce que c'est déjà dans un paysage construit. Hein, c'est déjà... voilà. Mais... Quand surgit une œuvre d'art juste, il ne faut pas qu'elle soit plaquée, posée, balancée comme ça dans le paysage, mais quand elle est juste, elle, dans la nature, dans ces paysages-là, elle est fascinante. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'un monument éclaté, hein, dispersé. Il se trouve que Bernard Tchoumi, pour le parc de la Villette, lui parle justement d'un bâtiment éclaté en 32 folies, hein, avec cette grille absolument extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de conceptuellement très intéressant d'éclater le symbole du monument et d'offrir justement une logique de parcours? Parce que c'est le point commun entre Naoshima, l'expérience de Naoshima, celle des rives de Saône, l'estuaire, c'est de pérégriner à pied ou en bateau. Et la découverte des territoires des lacs helvétiques, parce qu'il n'y a pas qu'Yverdon, il y avait aussi les Morat avec le monolithe de Jean Nouvel, c'était vraiment ça, cette ponctuation du territoire. C'est le voyage, hein, c'est le voyage, c'est la promenade, et puis c'est une façon... tout en restant libre. Hein, on ne demande pas aux artistes d'avoir une relation avec les autres artistes, jamais. Hein. Et d'ailleurs, les œuvres ne se voient jamais finalement. Hein, elles sont trop éloignées les unes des autres. Et pourtant, moi je pense qu'il y a une unité, une véritable unité qu'on va pouvoir raconter maintenant. Enfin, quand l'ensemble sera terminé, quand les 25 œuvres seront là, on va raconter cette histoire. Et l'unité vient du fait que c'est nous, mon équipe et moi-même, qui parlons toujours aux artistes et qui leur racontons cet estuaire. Et donc, bien évidemment, nécessairement, il y a des correspondances entre les œuvres, parce que ce paysage et ce fleuve a une fonction, une même fonction. Et c'est ça qui est très fort et qui me plaît beaucoup. Et quand je parle d'un monument dispersé, j'aime cette idée-là, que tout d'un coup, des choses se sont créées, semble-t-il, d'une façon aléatoire et gratuite, et finalement, quand on aura bien rassemblé cet ensemble, c'est pour ça qu'on se préoccupe des liaisons. Il faut absolument qu'on puisse aller d'une œuvre à l'autre facilement, hein, après. Eh bien, là, quelque chose encore surgira, quelque chose d'autre encore surgira, au-delà de chacune des œuvres. On a beaucoup... pardon. Je veux dire, la différence peut-être entre Estuaire et la Saône, elle se situe principalement là, justement, où le réaménagement en fait, des rives de Saône, à partir du moment où, dès le départ, c'est un projet qui réunit, en fait, depuis le centre jusqu'à Neuville, enfin, depuis la confluence jusqu'à Neuville, en fait, parle plus d'un parcours qui est presque d'un parcours récit, même s'il est fait de séquences, et pas du tout d'un éclatement. On est au contraire, justement... Comme la Saône, vraiment dans la liaison, vraiment dans la continuité, même si on passe de l'urbain au bucolique, même si on passe du... Donc, il y a une pensée. Je pense que le Grand Lyon, quand il a fait appel à, en particulier Jérôme Sens comme directeur artistique, que je remplace, hein, qui aurait voulu être là, mais qui ne peut pas être là, je pense que, comme tu disais avec ton équipe, en fait, la pensée, en fait, ce qui réunit quand même l'ensemble, c'est aussi cette pensée de direction artistique, qui réunit donc les projets des paysagistes et des artistes en un récit, appelé River Movie, c'est un effet de style, mais réellement c'est quand même un récit composé.
pas éclaté justement là. Alors justement, venons-en au Quai Rambaud, parce que là, on va basculer sur l'architecture, mais jamais sans oublier l'art, puisque justement l'intérêt du projet lancé par François Bordry, c'était d'associer impérativement une démarche d'architecte à une démarche d'artiste en amont du projet et pas en aval, c'est-à-dire d'éviter le plaquage dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que là, il n'y a pas aussi l'émergence d'un musée à ciel ouvert, c'est-à-dire d'une logique de collection, parce que c'est un phénomène très développé, notamment dans les pays émergents. La Chine adore inviter 15 architectes sur un thème, par exemple, le programme de la commune, là, dans la muraille de Chine. Et là-dessus, 15 architectes, il faut qu'ils soient tous asiatiques et autres. Ça, et puis, chacun a une carte blanche et ça fait une collection. Et j'allais dire, on n'est plus dans une logique urbaine ni paysagère, on est là dans une logique d'accumulation, donc de collection. Et on pourrait parler au Brésil de Inhotim, la fondation Inhotim, qui là aussi avec une logique de pavillon liée à des artistes, architectes, artistes toujours. On voit bien que sur la planète, ça se développe énormément. Oui, quelle est votre analyse par rapport à ça ? Et je te passe tout de suite la parole après, hein. Parce que je pense qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'intrusion de l'artiste, du créateur, hein, l'artiste au sens large du mot, dans la ville, c'est quelque chose d'extraordinaire. On l'a mal introduit jusqu'à présent dans la ville. Quand on a les 1%, c'était une belle idée, mal aboutie. Parce qu'on venait mettre la dernière pierre voilà, sur le paysage, mais il n'y avait pas ce rapport entre l'architecte et l'artiste, ou très peu, hein, et les œuvres ont été abandonnées. Tu avais l'air de regretter tout à l'heure qu'on arrête Estuaire, mais pour moi, dès le début, j'avais annoncé qu'on arrêterait. Parce qu'il s'agissait bien de construire un monument. Une fois que le monument est construit, alors ça pourrait durer 10 ans, hein, mais une fois que le monument est construit, voilà, hop, il est là, on constate ça, et qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ça ? Parce que même l'entretien de ce monument, il n'est pas du tout évident, hein, et c'est un vrai pari, et c'est une vraie aventure aussi. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, donc, par exemple à Quai Rambaud et dans d'autres bâtiments où l'artiste collabore vraiment avec l'architecte, c'est qu'il y a, d'une part, l'artiste est sorti du musée, il est dans la ville, donc il est vraiment vu par tout le monde. Et ça, je pense que jamais tout le monde ira au musée, donc là, je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée. Et il y a également, c'est pas comme avant, on avait une sculpture au milieu d'une place, on avait le monument. Là, d'une certaine manière, on a des interventions artistiques. Je ne sais pas si elles sont utiles, toutes utiles, mais elles participent au programme, au fonctionnement du bâtiment. Par exemple, avec Yann Kersalé, c'est le budget d'éclairage fonctionnel, parce qu'on n'avait pas de budget, on n'avait pas de 1% artistique, mais il a vraiment utilisé stricto sensu le budget qu'on avait d'éclairage du bâtiment. Et il a établi une trame qui éclaire tout, et que les gens qui viennent utiliser sa trame. Tu veux dire que vous êtes passé d'une logique fonctionnelle pure à une logique artistique, il y a un mariage des deux. Et c'est vous qui avez réussi à le faire admettre. Oui, parce que le client n'y avait pas forcément pensé. Parce que nous, on se rendait bien compte que l'éclairage, une intervention artistique qui faisait intervenir une lumière serait beaucoup plus puissante dans ce lieu que le travail d'architecte n'aurait pu faire avec un éclairagiste. Il a amené une autre dimension. Et je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. On a eu beaucoup de retours très positifs sur son intervention. L'intervention de Fabrice Hibert qu'on va voir sur le bâtiment d'Euronews, pareil, il va participer avec nous sur la façade, donc c'est pas quelque chose qui vient se raccrocher, qui vient se rajouter, mais il travaille vraiment avec nous sur la peau du bâtiment. Donc de la même manière, c'est le même budget de la façade, sauf qu'il participe avec nous à son élaboration. Et là, du coup, ce sera tous les collaborateurs d'Euronews qui auront une œuvre artistique perpétuelle devant eux. Donc ça a créé chaque fois des réactions, des interactions, et je trouve que ces réactions sont extrêmement positives. Philippe Casal, dans l'intervention du hall qu'il a fait en bas du siège cardinal, interroge tous les jours les collaborateurs. Donc c'est une intervention un peu piquante, mais justement, c'est le regard, l'interprétation de l'artiste qui est intéressant dans ce cas-là. Donc toujours, ça permet des fois de repositionner. Un architecte, des fois, répond à un programme, c'est un travail très complexe. Et je pense que l'intervention de l'artiste permet de resituer, de re-questionner des choses
qui sont en rapport avec l'architecture, mais qui rajoutent ce petit plus, cette petite piqûre supplémentaire qui est intéressante. Alors je le dis pour le public, ce qui est assez intéressant, c'est que les docks de Seine, mis en lumière par Kersalé, donc ça c'est la première œuvre. En fait, c'est le hasard, ça. Mais ils sont très proches, à quoi? Il y a 100 mètres, même pas, même moins, d'une œuvre magnifique de James Turrell sur le bâtiment de Christian Auvet. Et ça fait 2 pièces sur la question de la lumière. Donc, on ne peut voir ça que la nuit, dans un cas comme dans l'autre. Ils sont très complémentaires. Parce et très complémentaires, en effet. Est verte, Mais, la nature, elle est violette. Et donc, le mariage et voilà, et là, les 2 artistes ne sont pas concertés, et ni les architectes d'ailleurs, je pense. Donc, je le souligne parce que le hasard fait parfois très bien les choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comment vous arrivez, vous, à faire rentrer, parce que pour le Cube Orange, au début, c'était un autre artiste, puis vous avez changé de fusil d'épaule, puisque le projet n'était pas viable en l'état. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas à un moment. Comment ça marche? J'ai montré ce matin l'opéra de Reykjavik, qui est un bâtiment absolument magnifique d'Henning Larsen, avec toutes les façades confiées à un architecte, un artiste, et non des moindres, Ólafur Eliasson. Donc, est-ce que cette connivence, et vous la souhaitez vraiment, vous, architecte? Moi, je la trouve plus riche qu'une intervention à 2 architectes sur un bâtiment, qui est aussi un phénomène qui existe. Parce que la relation avec l'artiste, comme je disais tout à l'heure, est souvent un révélateur d'un autre système que sur lequel opèrent les architectes. Donc on n'est pas sur les mêmes registres, mais on arrive à se re-questionner. Par exemple, on travaille actuellement avec Electronic Shadows sur la peau du bâtiment du Fraxant à Orléans. Et de la même manière, finalement, ça a été assez facile. Enfin, on n'est pas toujours d'accord, mais il y a une sorte de complémentarité qui arrive à s'opérer. Et nous, on aime beaucoup le regard différent que peuvent nous amener les artistes. Ils nous amènent sur d'autres domaines, sur d'autres réflexions. Ils ont souvent une vision qui va des fois plus loin, et ça nous permet d'avoir ces échanges qui sont assez créatifs. Nous, en tout cas, on apprécie beaucoup. Et c'est vrai qu'on est très proche du monde artistique, en général. L'expérience que j'ai du 1% en particulier, mais de pas mal d'opérations conjointes artistes-architectes, fait que la relation, elle est en fait très complexe. Elle peut être de tous ordres. Elle peut être totalement antagoniste, et elle fonctionne bien. Elle peut être au service d'eux. Je me souviens d'Henri Godin, en fait, chaque fois qu'il travaillait avec un artiste, il lui demandait de se mettre totalement à son service, au service de son architecture. Il ne supportait pas l'idée que l'artiste puisse être dans un autre rapport, et les artistes d'ailleurs acceptaient complètement ce jeu. Enfin, donc la relation, ça peut être parfois de dénoncer, un peu de piquant, mais ça peut être aussi de collaborer totalement, ou à l'inverse, et ça fonctionne aussi, et on l'a vécu là sur le parcours de la Saône de temps en temps, où la collaboration en fait a démarré sur de la confrontation, mais ça fait des belles choses aussi. Enfin, voilà. Alors sur les Quérambeaux, d'ailleurs, Rudy Ricciotti, dont on a découvert le projet, il est présenté à la Cité de l'Architecture en ce moment, va travailler avec un artiste dont on ne connaît pas encore le nom, puisque le client ayant changé et autres, et le projet ayant changé, il n'a pas là pu intégrer l'artiste tout de suite, mais je l'ai vu pas plus tard qu'hier et je le questionnais. Donc ça reste un scoop que la ville de Lyon révélera bientôt. On a beaucoup parlé de métropole aujourd'hui, c'était le sujet, la question du vide. Évidemment, l'eau, comme ça a été très bien dit par Winnie Maas, la grande place de Bordeaux, c'est la Garonne. Hein, c'est quand même une belle formule. Est-ce que on se souvient que dans le Grand Paris, les 10 équipes ont travaillé sur cette réflexion prospective de la métropole, et seulement 2
on parlait de la question de l'art comme une question majeure à intégrer dans la démarche territoriale. Les deux, il y en a un qui était là ce matin, c'est Antoine Grimbach, qui sur le territoire de Paris au Havre, avec Dany Caravane, donc avec un seul artiste là pour le coup, avait proposé une ponctuation justement de ce territoire par l'art, mais donc vraiment monumental. On connaît le travail de Caravane. Et j'allais dire à l'inverse, Jean Nouvel, lui, avait proposé une irrigation, je le dis dans tous les sens du terme, métaphorique et réel, des territoires, et pas uniquement devant les musées, les parvis de cathédrales et autres. Et il s'était servi de la Seine, notamment, comme étant justement un espace d'impression artistique, je vais le dire comme ça. Et évidemment, on avait reconnu un peu Jenny Holzer dans ces images, hein, de ces mots qui venaient et autres. Est-ce que donc l'eau peut porter, comme le souhaite Jean Nouvel, ce message artistique en dehors des œuvres qui seraient le long, c'est-à-dire la texture de l'eau? Écoute, moi j'ai du mal à te répondre parce que d'abord je ne suis pas artiste, donc qu'est-ce qu'un artiste fait avec l'eau? Tu parles de Jenny Holzer, on a justement une œuvre inachevée dans le palais de justice de Jean Nouvel à Nantes. Il y a les colonnes de mots, hein, de Jenny Holzer qui défilent, oui. Mais je crois qu'il devait y avoir des projections Absolument. De phrases sur l'eau. Et je crois qu'il a réutilisé l'idée d'ailleurs. Qui n'ont jamais été réalisées pour des problèmes techniques et sans doute des problèmes de coût. Voilà, donc oui, cette matière, la désolation des villes aujourd'hui, quand même, de ces villes qui se préoccupent de leurs fleuves, aussi bien Bordeaux que Nantes, c'est qu'il n'y a plus de bateaux dans les ports. Hein. À Bordeaux, c'est peut-être encore pire qu'à Nantes, mais bon, peu importe. Voilà, l'eau ne porte plus rien. Hein. Quand on dit que ça peut être la place de la ville, la place de Bordeaux, moi je ne le crois pas. Là aujourd'hui, ce sont les quais. Bon, l'eau, c'est cet horizon lointain aussi. C'est quelque chose d'inaccessible. Hein. Mais bon, je ne sais pas pourquoi l'eau fascine comme ça, parce que c'est aussi quelque chose de dangereux. On parlait ce matin des quais. Les quais qui avant servaient aux manutentions, au transport des marchandises, etc. Personne n'y allait sur les quais. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, ils étaient souvent interdits. Aujourd'hui, on réhabilite les friches, hein, de ces ports, de ces quais, et il faut qu'on les change. On ne peut plus laisser un quai sans rambarde aujourd'hui. Au hangar à bananes à Nantes, on ne peut pas laisser le quai sans rambarde parce qu'on a fait du hangar à bananes un lieu de nuit, un lieu de vie, un lieu où les gens boivent un peu trop à 4 heures du matin, certains tombent à l'eau, etc. Ça veut dire qu'ils ont une autre fonction qu'il faut complètement transformer si on veut les utiliser. Sinon, ce serait irresponsable. Hein. Voilà, donc le rapport change complètement. Alors, il y a une image derrière toi, là, tirée du mépris que j'ai montré ce matin, où précisément une maison sans garde-corps, absolue, maison vertigineuse et autres. Et ça, c'est pas public. Voilà. Mais je montrais ce matin justement un espace public en Croatie qui s'appelle Sea Organ, fait par Basic, et qui justement exclut le garde-corps comme une sorte, parce que les gens, quand il y a un quai au bord de la mer, il n'y a pas forcément de garde-corps. C'est une sorte on se tient à distance, virgule, naturellement. Tu vois, c'est pour te dire qu'il y a d'autres exemples en Europe, c'est un exemple européen que je cite, absolument magnifique et extrêmement esthétique, musical, s'agissant de la mer qui rentre dans l'ouvrage et qui est justement libre. On peut citer l'exemple de Lille. Lille, qui n'a pas de garde-corps sur ses canaux, est obligée d'installer une ligne de vie pour se raccrocher pour les gens qui tombent dans l'eau. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu cet hiver 2 morts. Ah oui. Donc en fait, justement, ce n'est pas possible de ne pas trouver de solution. Et à Bordeaux, à Nantes, on va en mettre partout. Mais peut-être faire attention aux équipements comme à proximité de l'eau, parce que c'est quand même dommage de devoir mettre des garde-corps. Là, on n'en a pas sur le quai Rambaud. Vous imaginez que Rambaud avec plein de... Il y a peut-être cette mesure à garder aussi. Oui, mais en même temps, certains bâtiments deviennent ce qu'ils veulent devenir. Oui, l'opéra d'Oslo, qui est justement tellement puissant par son offre d'espace public, n'a pas de garde-corps. Et les pentes sont très raides.
Oui, oui, mais non, parce que justement, c'est le tout public. Et Dieu sait qu'il y neige, qu'il y glace. Et il est précisément, il y a juste des écriteaux pour dire que les gens, ils savent que là, c'est à leur risque et péril. Et d'ailleurs, les jeunes s'en amusent à faire des courses, justement, et ça se termine dans l'eau. Voilà, c'est une question de culture là aussi. Non, c'est pour citer d'autres exemples où précisément, quand tu dis qu'un bâtiment mérite ce qu'il veut être, il y en a qui ont décidé d'être autrement. C'est qu'il y a des alternatives possibles. Dominique ? Le tout sécuritaire, bretelles, parachute, Non, mais je ne sais pas. Mais il faut. L'idée n'est pas du tout d'oublier la sécurité. Non, il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Je faisais juste valoir que. On opère dans un monde qui est quand même qui a tendance à vouloir nous surprotéger. Donc je pense qu'il faut aussi avoir une juste mesure. Et si on veut respecter aussi un lieu, peut-être que justement, à proximité d'un quai un peu dangereux, il ne faut peut-être pas mettre des gens qui risquent de tomber dans l'eau non plus. Tu vois. Mais bon, voilà. Tu vois, à Nantes, c'est devenu un lieu de promenade, hein, tu le connais. C'est, bon, le Marnage, c'est 6 mètres de haut. C'est-à-dire que si tu tombes de 6 mètres, tu ne sors pas de l'eau. En plus, la Loire est un fleuve extrêmement dangereux, très sauvage, avec des tourbillons. Voilà, bon. Et il est devenu aussi. Hein, et puis avant, on savait utiliser le fleuve. Je connais des gens qui, quand ils étaient enfants, se baignaient dans la Loire. On ne se baigne plus dans la Loire, plus personne. On a perdu cette connaissance du fleuve qu'on pouvait avoir avant. Il y a un journal à Venise qui s'appelle le Gazzettino qui avant donnait tous les jours le nombre de gens qui trouvaient dans les canaux. C'est une sorte de statistique tout à fait intéressante. Mais s'il vous plaît, pas de garde-corps à Venise, s'il vous plaît. Donc l'urban art, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, est quelque chose qui est un phénomène qui va donc se développer. On voit bien, non c'est un doute ou... Pas du tout, au contraire. Non, vous me rassurez en le pensant. Mais moi, je suis l'observateur de tout ça et l'utilisateur de ces œuvres habitables. Alors, pour parler du mot habité, dans ses derniers propos, Marc Mimram parlait du retour possible des ponts habités et justement proposait une nouvelle typologie là-dessus pour éviter qu'un pont soit simplement utilitaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un parallèle parce que ça me fait penser à un projet que l'on a monté lors de la dernière biennale à Bordeaux Evento, où un collectif en fait de spectacles de rue qui s'appelle Opéra Bagaille a proposé, mais de manière non dénoncée, une installation sur l'eau. L'idée étant qu'ils étaient un collectif, une association qui revendiquait la possibilité, alors qu'il n'y a plus de place en ville, de venir habiter sur l'eau. Et en fait, ils ont fait tout un subterfuge en installant une maison dans laquelle habitait une famille avec le père, le grand-père, l'enfant, qui cultivait ses légumes sur l'eau et a fait une conférence de presse pour dénoncer le fait que l'eau appartient à tout le monde, que tout le monde avait le droit finalement de construire sa maison sur l'eau. Et ça a provoqué à Bordeaux à ce moment-là un début de débat sur cette question effectivement de, après tout, pourquoi est-ce que la surface du fleuve, qui avant était justement remplie de bateaux, enfin qui était collectif, pourquoi ne pas penser, alors pas sur les ponts là en l'occurrence, mais habiter carrément sur l'eau. Donc c'est le même sujet, quoi. Et ça a très très bien marché. Enfin, le débat a pris et bon, ça s'est arrêté parce que les légumes étaient des faux légumes. Il fallait nourrir les chèvres avec parce qu'il y a des chèvres qui vivaient sur l'eau. Il fallait les nourrir en douce la nuit avec des granulés. Mais bon, c'était intéressant que des artistes posent cette question, un peu le cauchemar quand même, d'imaginer des pavillons, des centaines de pavillons habiter les fleuves aujourd'hui, plutôt que le pont habité. Mais... Le pont habité, retour... on a tous en mémoire du Ponte Vecchio, évidemment, mais est-ce que c'est une typologie qu'on risque de voir moi je suis même étonnée qu'elle ne soit pas plus présente. Si on voit par exemple le pont de Bercy à côté du ministère de l'économie et des finances, qui est un pont construit, enfin il n'est pas habité, mais il préfigure presque un espace habité. Et donc au contraire, enfin Mimram en a parlé, enfin, je pense que c'est une évidence. C'est un moment de franchissement, c'est un moment de promenade.
Je trouve que c'est étonnant qu'en effet, pas plus de ponts ne soient aujourd'hui, enfin de ponts contemporains, récents, n'aient pas plus d'équipements intégrés à ce moment, comme peuvent l'être d'autres lieux de promenade. Donc oui, enfin moi je m'étonne que ce ne soit pas un équipement qui existe, qui soit beaucoup plus présent dans les villes. Parce qu'il y en a très peu qu'on peut citer même sur la planète, hein, très 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 peu. Je parle de ponts contemporains. Si, Paris, on a, enfin contemporain, oui voilà, mais même Paris avant on avait sur. On est bien d'accord, mais là on remonte au Moyen Âge. Je veux dire, dans notre ère contemporaine, il y a très peu de ces ponts. Donc j'ai montré ce matin le Galata Bridge, qui lui est un pont habité avec son double plateau, qui reste, et Mimram l'a confirmé, une référence. Mais depuis... Grandbach avec son pont à Londres. Oui, il y a un pont à Londres, en effet. Il y avait une exposition, notamment Antoine Grambach qui avait monté ça à Londres à l'époque. Mais depuis, toujours rien. Et ça fait... Mais par exemple, nous, avec notre projet à Liège, où le musée, on rajoutait une bretelle qui venait se connecter sur le pont, je sais, n'a pas du tout plu au service de la ville, parce qu'il s'agit de services très différents, le service de l'architecture, le service des infrastructures, et ils ne comprenaient pas du tout pourquoi on venait les perturber dans leur projet de pont. C'est une des raisons qui a fait capoter notre projet. Ah donc, c'est la guerre des services, c'est ça que tu nous... Non, mais nous ont dit qu'on était hors propos, qu'il ne s'agissait pas du tout de ce sujet. Ils avaient déjà un projet de passerelle, on nous demandait un musée, et on venait ici marier deux équipements. Donc on n'était pas dans un système qui était établi et on pouvait pas, voilà, on ne répondait pas à une organisation en place. Oui, il me semble qu'on a recommencé à habiter les ponts. Pas les habiter en habitat, mais en espace public. Aujourd'hui, les passerelles, ce sont vraiment... Enfin, c'est Dominique Perrault qui parlait de sa passerelle qui est devenue le Salon à Madrid. Les passerelles parisiennes, la passerelle des Arts, elle est totalement habitée tous les samedis soirs, les vendredis soirs et les samedis soirs. C'est même la surpopulation. Alors c'est une façon de se réapproprier un espace public, mais c'est déjà une nouvelle façon de... Et alors pourquoi les ponts? Ça, on peut se poser la question, pourquoi ces espaces-là, justement, particulièrement attirent, comme la passerelle des Arts, une population qui vient vraiment trouver des occasions de sociabilité très très fortes. On revient à ce moment-là à l'idée de l'eau comme espace de liberté. On est en dehors d'un univers contrôlé. Oui, peut-être qu'on peut parler d'un espace de suspension entre ciel et eau, et que c'est là que se passent les choses. Marc Mimram disait, avec beaucoup d'intelligence, il parlait d'un vide habitable, hein, que le pont était un vide habitable. C'est intéressant comme concept, non? Oui, j'ai rien de plus à dire que lui, c'était bien. Bien. Mais moi, je voudrais poser un autre sujet. C'est le problème de la rivière et d'avoir une vraie vue sur le long terme. Parce que pendant longtemps, on a connu les usages industriels, de transport et tout ce qu'on veut. On les a abandonnés. On les a parfois tellement abandonnés qu'on a enterré des bras de rivière, comme à Nantes. On a enterré des canaux et 50 ans après, on les regrette. Les rivières et les milieux dits naturels, fussent-ils artificiels comme des canaux d'ailleurs, deviennent aux yeux d'un certain nombre d'écologistes des lieux où on ne peut plus rien faire. Et le fait de ne plus rien faire est quand même aussi un autre problème et de risque d'organiser des trames vertes qui ont été à la mode à un moment le long des rivières, sous prétexte que ce sont des lieux naturels, font que ça devienne des lieux de relégation, d'abandon. Et même, je connais des parcs de sculptures comme pas loin à Paris, sur la rive gauche de la Seine, qui sont quand même un peu glauques à 6 heures du soir. Si je me rappelle bien, le projet de la confluence du temps de Boygas était on casse tout sur le bord de la Seine, on fait un parc, et on fait les activités derrière. Et il avait fallu à l'époque se battre pour expliquer qu'au contraire, il fallait ramener les activités au bord de l'eau, des activités au bord de l'eau et de la vie au bord de l'eau, et garder des bâtiments pour garder trace. De la même manière que maintenant, il faut faire attention que ce n'est pas parce que le transport
ne vient plus atterrir sur les quais du Rhône ou sur les quais de Nantes. Le problème est un peu différent entre Bordeaux, Nantes et le Rhône, parce que les navires de mer, il y a un problème de massification qui sont faits, qui sont plus loin. À Paris, il y a 3 ou 4 millions de tonnes qui traversent Paris, et c'est la seule infrastructure de transport qui ne soit pas saturée pour les marchandises. Lyon, c'est pareil, c'est une infrastructure de transport qui d'abord, ça ne se voit pas souvent, quand on passe 4000 tonnes d'un coup, on ne les voit pas, ils ne se remarquent pas. Mais en même temps, ils existent encore. Et il faut faire attention que, sous prétexte qu'un certain type d'approvisionnement de la ville a disparu à l'époque industrielle, on n'injurie pas l'avenir et on ne fasse pas comme quand on a enterré des canaux ou des bras de rivière, on ne puisse plus les utiliser ensuite. À Paris, déjà, on est en train de travailler, enfin un certain nombre de gens, et la municipalité notamment, travaillent sur l'approvisionnement de messagerie dans Paris par des bateaux. Les bicyclettes de Vélib qui ont copié Vélov, la maintenance se fait sur un bateau, etc. Le ramassage d'un certain nombre d'ordures dans certaines agglomérations comme à Rouen se fait sur le fleuve avant de repartir. Et à Paris d'ailleurs, dans certains endroits, ça se fait aussi. Et ils sont en train de travailler à Paris par un test qui a lieu ces temps-ci, pour que les livraisons de voitures neuves ne soient plus faites par des camions portant 8 bagnoles et bloquant toute la circulation, mais au contraire par des bateaux qui viennent livrer régulièrement bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention, dans les projets urbains au bord de l'eau, de ne pas empêcher des points d'escale de marchandises, parce que si vous ne faites pas bien la marchandise en bateau, quand elle a la chance de pouvoir pénétrer jusqu'au cœur de l'agglomération par voie d'eau, vous la faites venir par camion, et là les inconvénients sont quand même beaucoup plus nombreux. Donc je voudrais insister sur, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de transport de passagers sur le fleuve depuis 50 ans que ça ne peut pas redevenir. À Paris, on y travaille fortement. À Lyon, je pense qu'on devrait y travailler un peu plus que pendant la période de la biennale, du musée à la sucrière, et je pense qu'il ne faut surtout pas injurier l'avenir et que ce genre de choses peut revenir très fortement. Je crois qu'Unibail il va l'expérimenter un petit peu bientôt. Je pense que c'est en gardant des fenêtres ouvertes qu'on prépare le mieux l'avenir. Merci François Bordy. Monsieur, vous vouliez intervenir? Moi j'ai une petite question, parce que je suis un peu étonné après avoir suivi toute la journée de colloque là, qu'au final la relation à l'eau en milieu urbain, elle est cantonnée seulement à la proximité d'une architecture avec le fleuve, et que personne nous a parlé au final de gestion d'une ressource, quoi. Et que c'est, à mon sens, les enjeux de demain, ils sont là, plutôt que mettre des œuvres d'art et des beaux bâtiments le long des fleuves, arriver à faire profiter les qualités que peuvent amener l'eau en milieu urbain au plus grand nombre. Ça me paraît vachement intéressant, plutôt que des questions de décoration d'art. Après, voilà, c'est très chouette aussi de faire ça le long des rivières. J'en suis très content que ce soit dans ma ville, à Lyon, qu'il y ait des choses comme ça. Mais je suis étonné, et j'aimerais savoir par exemple ce que vous pensez, monsieur Rambert ou madame Jacob, ce que vous pensez par exemple des eaux pluviales, de ce qu'on pourrait faire avec une ressource. On est dans un pays, un climat tempéré, où il pleut beaucoup, et on pourra amener l'eau dans plusieurs quartiers, des sous-quartiers, et pas se cantonner seulement aux fleuves qui traversent les villes, quoi. Élargir un petit peu et donner l'agrément que peut apporter l'eau au plus grand nombre. Non, je pense qu'on n'en a pas parlé, parce qu'il y a beaucoup de... On répond tous maintenant à des normes qui sont assez strictes, qui sont de la récupération des eaux pluviales, pour beaucoup de choses. Mais je pense que la plupart des programmes maintenant travaillent sur la récupération des eaux pluviales, donc on ne peut pas non plus en faire un thème de conférence. Mais par contre, c'est vrai que ça fait partie maintenant des usages, c'est très fréquent. Mais finalement, beaucoup d'architecture s'adaptent à cela. Et ça ne définit pas finalement une architecture précise ou un aménagement urbain si spécifique.
Donc en cela, je pense que les projets aujourd'hui n'en ont pas tellement parlé. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, c'en est absent. Je ne sais pas si vous... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup développé l'approche écologique, hein, puisque c'est ça que vous opposez, artistique versus écologique, c'est un peu basique, hein, comme dialectique, mais pourquoi pas. En fait, ça ne veut pas dire que ça n'y est pas. Aujourd'hui, tous les architectes sont obligés dans les logements d'intégrer les notions thermiques, de bas carbone, d'énergie positive, ça fait partie, j'allais dire, de leur quotidien. Donc c'est pas ça qui fait, c'est quelque chose qui s'impose à tous les architectes à l'échelle d'une métropole. Donc la récupération des eaux pluviales dont vous parlez, en effet. Mais je sais pas, je crois que Winnie Maas, il a quand même anglais un peu son propos sur la question justement, quand il parlait de ces nouveaux quartiers dans le polder de Almer, il a bien commencé par dire voilà, il n'y a plus d'oxygène dans l'eau et autres, comment il a travaillé sur la biodiversité et autres. Je pense qu'il a quand même partiellement répondu à votre... Mais ce que je regrette, c'est que ça a été le seul, quoi. Oui, mais je pense aussi que les architectes en ont marre de... Parce qu'il y a la norme et il y a l'usage. Je pense que les normes sont très bien parce qu'elles permettent à des maîtres d'ouvrage d'investir dans des projets qui prennent en conscience l'environnement, et on l'a tous fait trop en retard. Mais en même temps, il y a eu un débat où finalement ça ne devenait que le seul enjeu, et c'est pas possible non plus. Donc il y a tout un débat technique qui est en évolution, qui crée les logements. Donc je vous ai montré tout à l'heure dans le 19e, je vous ai pas raconté tout ce qu'il y avait de HQE et quel label on avait eu. Parce que j'estime que ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. On est dans des enjeux beaucoup plus globaux, beaucoup plus importants au niveau de la ville. Mais c'est un projet qui a été labellisé très tôt, qu'on a lancé avant que la norme ne soit imposable. On récupère les eaux, on a des tubes solaires qui chauffent l'eau. Enfin, il y a tout un système qui est en place. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait maintenant partie de notre quotidien. Et ce n'est pas une... Mais je parlais pas que de l'eau en termes techniques qui circule dans des tuyaux sur le toit. Je pensais vraiment l'eau en bas des immeubles et qui apporte une qualité de vie à l'îlot, au tissu urbain qu'on crée aujourd'hui, quoi, et pas seulement le long des fleuves. C'est tout ce que je veux dire. Et c'est pas seulement en termes HQE et développement durable, quoi. C'est un point de vue. On ne peut pas non plus... Il y a des lieux où on doit avoir de l'eau, on ne doit pas non plus se retrouver partout. Enfin, je pense que là, vous rentrez dans un autre sujet. Je vais rester sur le sujet strictement environnemental. Après, est-ce qu'on doit retrouver de l'eau de chaque bâtiment? Je ne sais pas, ça dépend de... Je vous invite à aller dans une ville pas si loin d'ici, qui est à Freiburg en Allemagne, où précisément l'eau court, je devrais dire, dans la ville, parce que c'est le principe qui a été adopté bien avant qu'il fasse le quartier Vauban. Mais parce qu'il y a une géographie aussi qui amène à ça. Hein. Ça coule des montagnes et autres, donc ils l'ont laissé un peu, au lieu de l'enfermer dans des tubes, ils l'ont laissé là. Donc c'est vrai que là aussi c'est assez poétique. Le soir, quand il n'y a plus tellement de bruit, on entend l'eau couler en permanence. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Mais de là à l'appliquer à une grande métropole et autres, je ne sais pas, ça c'est peut-être un autre sujet. Qui voudrait encore intervenir? Madame? Monsieur? J'avais une... Pardon. Je vous en prie. Oui, excusez-moi. Christophe Boyadjean, architecte, enseignant à l'école d'architecture de Lyon. Il y a une expérience en ce moment à Bâle de l'IBA à Basel. On a parlé de l'IBA M. Shore Park dans les années 90, pardon. On a parlé d'Hambourg. Et un des thèmes, du processus proposé par l'IBA Basel, c'est un processus qui a en fait un appel à projet global sur l'ensemble de l'agglomération et en explorant quels étaient dans ces projets les indicateurs métropolitains. Quels projets allaient, d'un point de vue hiérarchique, participer au développement de la ville. Dans ce qui a été montré cet après-midi, j'ai une réflexion peut-être personnelle, de se dire peut-être que la question de l'art dans le cadre de l'estuaire, Nantes-Saint-Nazaire, est réellement un indicateur métropolitain. C'est-à-dire que le travail que vous avez fait, d'ailleurs la remarque sur le fait qu'en milieu rural, l'art a été extrêmement bien assimilé, en tout cas approprié, nous montre bien comment en fait la question de ces petits villages font métropole ou participent à la grande échelle qui a été développée ce matin
de manière assez extraordinaire, dans cette question de projet d'art. Est-ce que dans le cas, et c'est pas une question de valeur, hein, est-ce que dans le cas des rives de Saône, l'indicateur c'est pas celui plus hédoniste de la nature et de la continuité, de la mobilité, que celui de l'art? Et dans le cas du Quai Rambaud, cette question métropolitaine ne serait-elle pas la question du programme? C'est-à-dire quel programme au bord de l'eau avant la question peut-être du langage ou de l'architecture? Et j'en reviens peut-être à une réflexion un peu globale sur la journée. Est-ce que nous n'aurions pas besoin, dans Grand Lyon peut-être, mais ailleurs aussi, à mettre en avant cette question dans chaque projet? Quel caractère métropolitain dans chaque projet? On a parlé de cette question techniciste du HQE. Est-ce que maintenant, dans les concours, on ne pourrait pas nous demander, à nous, architectes, paysagistes, artistes, quelle est la valeur métropolitaine de vos projets? Ça fait 2 questions. Donc la première, c'est sur la valeur hédoniste. Hein. Donc est-ce que c'est ce qu'on dit peut répondre Oui, bien sûr, c'est une approche. Je l'ai reconnu dès le début. Le parti hédoniste était un parti pris volontaire. La deuxième partie, c'était vraiment de travailler, et c'était une demande du Grand Lyon, hein, de travailler en relation étroite avec les paysagistes ou les architectes qui étaient en charge de l'aménagement des lieux. Donc on est réellement parfois à la limite, pas de l'effacement, mais de l'intégration, je dirais. Enfin, un banc de Reynoso, une fois que l'aménagement sera réalisé, effectivement, il sera totalement intégré. Alors ce mot, je m'en méfie, parce que, mais voilà. Donc on est dans une relation à l'aménagement urbain plus qu'à la question de la métropole, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Sur la deuxième question, Dominique, tu partages... Sur les programmes... Il y aurait cet indicateur métropolitain. Alors ça dépend évidemment de l'échelle du projet. On se doute bien qu'un projet de logement au coin d'une rue, ça participe de la métropole, mais déjà à l'échelle d'un quartier. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Par exemple, sur le projet des docks en Seine, on amène tout un flux. Donc c'est vrai que le bâtiment n'est pas encore complètement ouvert. Donc, mais l'idée, c'est qu'on vienne greffer un équipement annexe, qui est sur des circulations, une place en hauteur du bâtiment qui est un programme public, à l'intérieur d'un programme strictement commercial et privé, qui accueille l'Institut français de la mode aussi. Mais d'avoir des bâtiments qui ont une ambivalence de programme et avoir un programme qui réponde à la communauté, à la vie d'un programme annexe, je trouve que c'est une manière d'agrémenter, de greffer un programme sur un autre qui est extrêmement pertinente, je parle en général. Et souvent, la valeur ajoutée d'une architecture, c'est qu'on arrive à révéler... Dominique Perrault en a parlé aussi, comment un bâtiment public pouvait aussi abriter un public, les accueillir, offrir autre chose. Donc je pense que là, il y a une valeur métropolitaine à mettre en exergue, en effet. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Oui, pardon, c'était j'avais. Ouais. Oui, moi je voudrais d'abord une précision historique, c'est que Lyon n'est pas une ville de Rhône, Lyon est une ville de Saône. Donc la Saône est un élément fondateur de la ville. Et qui est, disons, le rapport à la Saône s'est reconstruit depuis la Révolution, quand on a commencé à démolir, pour des raisons politiques, les quais, et pour, disons, les maisons sur les quais pour en faire des quais. J'ai été très intéressé par ce qui s'est passé à Nantes. Et je pense que ça a inspiré nos amis qui s'occupent de la Saône. J'aimerais leur signaler qu'il y a un élément important dont vous avez tenu compte à Nantes, c'est une œuvre de Prouvé, qui se trouve à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, et j'avais envie qu'elle soit mise en valeur comme vous l'avez fait à Nantes. Elle est menacée, cette œuvre. Et puis également une friche à Albigny qui est extraordinaire, où commence d'ailleurs le film Tavernier. Et cette friche, elle est très belle. Voilà, c'est simplement des suggestions qui me paraissaient intéressantes à vous donner, mais surtout le petit bâtiment de Prouvé, c'est un des rares, il y en a 2 à Lyon, il y en a un au sud, c'est une agence d'architecture qui s'en est emparée avec beaucoup de dignité, mais l'autre pourrait bien servir. On va utiliser votre projet de Saône pour lui redonner de la vie à cette station de Prouvé à Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Juste
Merci de nous l'indiquer. Quand on a montré le petit belvédère qui est installé au niveau de l'île Barbe, en fait, sur une des images, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a montré, donc, depuis ce belvédère, on voit l'île Barbe, mais on pointe aussi quelque chose qui est remarquable, qui est de l'autre côté, que peu de gens connaissent, qui est une des maisons en fait, individuelles construites par Tony Garnier à cet endroit-là. Donc il y a comme ça aussi la possibilité, grâce à ces points de vue particuliers, de pointer des éléments comme vous le dites. Puis également, je vous signale de l'autre côté de l'île Barbe, une maison de soufflot, qu'on voit très bien et qui domine le côté Caluire, c'est une maison de soufflot. Voilà, le Saône Movie est en train de se nourrir architecturalement. Madame, vous vouliez intervenir. Oui, moi je voulais dire deux choses, trois petites questions d'ailleurs. Pour Madame, je voudrais simplement savoir quelle maintenance, comment elle va assurer la maintenance de ces bâtiments très originaux. Et puis, je voudrais aussi signaler, personne n'en a parlé, qu'il y a la maison du Rhône, du fleuve Rhône plus exactement, la maison du fleuve Rhône à Givors, qui est une merveilleuse vitrine et qui fait connaître et le passé du fleuve et l'avenir, puisqu'elle présente aussi toutes les démarches qui sont faites, anneaux bleus, etc., enfin, autour du Rhône et qui vont jusqu'à la mer. Alors pourquoi, justement, quand on parle jusqu'à la mer, pourquoi ne fait-on pas plus de circulation par voie d'eau pour tout de même, comme disait monsieur, là, pour même dégager, enfin moi je suis méridionale, donc je descends très très souvent dans le Midi, le nombre de camions à la suite, n'est-ce pas, vous doublez jamais, hein, il y en a 18 à la suite, hein, et ils se tiennent tous. Et troisièmement, je voudrais dire aussi, quand vous parlez de l'eau, je n'ai nullement entendu parler dans la journée quelqu'un qui, monsieur en a un petit peu parlé, qui s'occuperait de nettoyer les fleuves, les rivières et les cours d'eau de toute importance, de telle façon que le jour où il y a une inondation, qu'on n'ait déjà pas le problème de ces lieux où l'eau n'a pas pu circuler parce que, bon, elle ne pouvait plus passer, c'était encombré. Si on le faisait, non pas le lendemain de l'inondation, mais à jet continu toute l'année, je pense que ça ferait d'abord du chômage en moins pour certains, et ensuite, ce serait tout de même sympathique pour tout le monde, parce que quelquefois, ce n'est pas très heureux, et c'est même dangereux. Alors, je ne sais pas, je pense que ça, c'est une démarche qui devrait être à la limite nationale, et pas simplement régionale ou départementale. Dominique, tu as été interpellé sur la pérennité, ou plutôt la maintenance. Oui, la maintenance. Des bâtiments qui renvoient, en l'occurrence la résille. Je pense que ça vise la résille, et ces résilles de couleur. Est-ce que je vais traduire la question, est-ce que la couleur va tenir dans le temps? C'est ça que ça veut dire. Non, je pense, madame. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être vous amuser. Si vous voulez, comme d'accord de bâtiment, il y a besoin d'un entretien pour qu'ils se maintiennent bien. Mais ça, c'est le... Oui. Si vous voyez les bâtiments en Suisse, ils sont extrêmement bien entretenus, excusez-moi, et vous voyez les mêmes bâtiments construits par les mêmes architectes en France, ils vieillissent beaucoup moins bien. Donc c'est un point global sur la qualité des réalisations, la qualité de l'entretien qu'il faut assurer. Non, parce que moi, je les trouve très amusants, vos bâtiments. Enfin, je suis peut-être un petit peu originale, mais je pense qu'ils ressemblent à des animaux préhistoriques, vous voyez. Alors, je pense que ce serait dommage qu'ils s'abîment, puisqu'ils ont une coloration tout à fait particulière, autant qu'ils restent en l'état le plus longtemps possible. Je suis tout à fait d'accord. Mais si vous voulez, tous les bâtiments qu'on a réalisés jusqu'à aujourd'hui vivent très bien leur vie, ils sont en très bon état. Donc, on réalise des bâtiments originaux, mais avec une équipe d'ingénieurs très techniciens. Et voilà, je ne sais pas quoi d'autre. Mais je peux vous rassurer, tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant vieillit très bien. Donc, oui, je le confirme. Je le confirme. Et les docks de Seine sont toujours verts. Voilà. Hein, on peut le dire. Le cube orange a l'air toujours orange. Et, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur l'autre question du transport du fleuve, non. Madame ? Oui, moi je voudrais revenir et mademoiselle. D'abord, merci pour ce débat ce soir, moi je suis ravie. L'eau, moi en vous écoutant, effectivement, pourquoi revenir à l'eau, pourquoi ? Et en fait, je me suis mis dans une perspective personnelle. Je préfère aller au bord de l'eau que d'aller dans un parc, c'est horrible.
Mais il y a ce côté indomptable, cette nature, cette liberté, cet espace, cet élément qui est finalement hostile parce qu'on ne respire pas dans l'eau, on se laisse emporter, on est noyé, machin. Mais il y a cette attirance incroyable vers l'eau qui est vraiment magique. Moi, ça fait que 2 ans que j'habite à Lyon. Et je dois dire que, comme individu, j'adore me promener sur les quais du Rhône, qui sont vraiment très agréables, et le quai Rimbaud, que je trouve aussi extrêmement agréable. Et pour revenir aux pièces d'art, moi je suis plasticienne et j'ai répondu à des 1%, mais à l'étranger. Et le monsieur d'avant, là, qui disait parachuter, je pense que c'est pas tellement le terme de parachuter, c'est... Il y a certains artistes, je trouve, qui sont sélectionnés peut-être parce qu'ils ont une griffe, c'est des artistes excellents, mais qui parfois viennent avec une pièce déjà peut-être finie, qui n'est pas nécessairement adaptée à l'environnement et réfléchie. J'ai le cœur qui parle. Et en fait, on n'a pas nécessairement besoin de vivre à un endroit. Je trouve que quand on arrive quelque part, l'endroit peut jouer différemment sur nous, on a peut-être une vision un peu différente et on peut apporter aussi des choses. Et je trouve que plutôt que de mettre des sculptures qui effectivement deviennent lugubres après un certain nombre d'années, les artistes devraient avoir une recherche peut-être un peu sensorielle aussi, parce que l'approche vers l'eau est très sensorielle à mon esprit, et je pense que par exemple les lucioles, j'ai trouvé ça extraordinaire sur les quais de Saône. Et par contre, Jean-Michel Ottoniel, que vraiment j'adore comme artiste, j'ai trouvé que c'était peut-être pas assez adapté au quai du Rhône. Spécifiquement, il a ressorti cette histoire de coupelle. J'adore Jean-Michel Ottoniel, sérieusement, mais là j'ai été un petit peu déçue par sa proposition. Voilà. Et alors, le terme décoration, oui, je ne pense pas que ça soit bien adapté, en fait. Voilà. Et, ah oui, alors pour retourner brièvement à l'eau, moi j'ai eu la chance de vivre à Amsterdam pendant 5 ans. J'ai eu la chance de vivre aussi près de l'océan Indien. Et j'avoue que c'est incroyable de pouvoir être proche de l'eau. Vraiment, c'est encore une fois sensoriel, ça ne s'explique pas. Et jusqu'à présent, c'est vrai que l'eau avait toujours une fonctionnalité, c'est vrai, acheminer, tout ça, et c'était pas accessible. Et je pense vraiment, l'artiste néerlandais, enfin l'architecte qui est venu parler, quand il a essayé de creuser des canaux, essayer d'introduire l'eau dans la ville, j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. En fait, c'est pas une question, c'est juste une remarque. C'est une remarque. Juste pour vous répondre, sur le sensoriel, on a beaucoup parlé d'Olafur Eliasson aujourd'hui, à juste titre, car sur cette question, s'il y a bien quelqu'un qui travaille là-dessus et qui ne plaque pas ses œuvres sur Internet, c'est bien lui. Donc, je crois que ça répond à votre question. Mais peut-être que M. Segondi veut rajouter un point sur cette... Non ? Il y avait mademoiselle qui attend très sagement qu'on lui passe un micro. En fait, je voulais aussi donner une expérience personnelle, donc ça va être redondant, parce que moi aussi j'aime cette ville pour ses fleuves et ses collines. Je n'ai jamais réussi à vivre ailleurs parce que je ne peux pas surplomber ailleurs si j'ai pas des collines, et je ne peux pas si j'ai pas ces fleuves sur lesquels je peux me balader longuement, avec des paysages effectivement qui varient beaucoup. J'aime aussi beaucoup ce que sont devenus les quais du Rhône, puisqu'on va y jouer avec les enfants. Donc c'est à des lieux de rencontre. Et en même temps, quand je me souviens des quais du Rhône quand il y avait les bagnoles et on y jouait déjà. Et en même temps, les quais de Saône, ça va être superbe, mais on y jette beaucoup de cailloux dans l'eau. Et en même temps, des fois, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui nous fixent. Il faut regarder là. Mais c'est vrai que moi, je regarde beaucoup aussi. Ou là, et d'un coup, j'oublie de jeter un caillou dans l'eau. En fait, j'oublie même l'eau. C'est très curieux, j'ai remarqué que les quais du Rhône, j'y joue, ça devient un parc, mais des fois j'oublie d'y jouer, j'oublie de regarder. Et on parlait des ponts, mais c'est pas. Après, ça revient, hein, le regard, parce que l'eau, c'est cette lenteur quand même qui nous incite vraiment à la contemplation à partir du moment où on change d'axe, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup orienté quand on se promène, mais quand je me remets à regarder, parce que je sais pas, je mange un sandwich, d'un coup je revois le fleuve et il me calme, il est très apaisant. Et je repensais à cette question des ponts et des passerelles,
Il y a une passerelle qui est près de chez moi, qui est la passerelle Saint-Vincent, que j'aime beaucoup. Et on y va, parce qu'il n'y a pas de voiture, donc c'est devenu très vite un espace un petit peu extraterrestre dans la ville, puisqu'on peut y courir sans crainte. Puis c'est vrai que c'est bien bordé, sans crainte de tomber, mais c'est toujours un petit peu dangereux, parce que c'est très vertigineux quand même quand on regarde en bas. Et surtout, c'est qu'il y a une... Sur un pont, il y a une perspective vers rien qu'on n'a pas en ville par ailleurs. Et c'est cette ouverture-là qui me semble être très importante sur les ponts et les passerelles. C'est le fleuve et ses lumières qui jouent sur le fleuve. Cette ouverture, c'est majestueux. Et là, le calme revient, alors que tout autour, c'est extrêmement agité. Voilà, c'était juste une expérience personnelle. À travers cette expérience, Jean, moi, et vous autres, je sens poindre une question sur l'usage quand même. C'est vrai que, est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est pas une alerte à dire ne pas trop en faire. Si je prends l'exemple de Barcelone par exemple, Dieu sait que c'est une ville de référence. Quand ils se sont lancés dans la reconquête de la mer avec les 7 km avec l'opération olympique, ils sont tombés dans une sorte de over-design, c'est-à-dire qu'ils ont tout dessiné, mais à un point qui est beaucoup. Et on voit que la ville d'Hambourg, dont on a fait l'éloge toute la journée, là aussi, elle dessine tout au sol, et d'ailleurs, ils ont appelé une Barcelonaise. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi parce que l'île de Nantes, pour ça, est peut-être un très bel exemple de travail sur le déjà là, sur le simple. Le délaissé. Le délaissé, justement, qu'on ne délaisse pas, qu'on retourne en douceur. Oui. Mais nous sommes très attentifs à ça, parce que ça peut être grave, quoi. Hein. Mais ces deux personnes ont magnifiquement bien répondu à la question que tu nous posais tout à l'heure, où on était un peu hésitant. Qu'est-ce qui est fascinant dans l'eau? Ben voilà, vous l'avez dit, mais c'est une fascination toujours personnelle. Hein. On croit qu'elle est toujours personnelle, mais j'ai l'impression qu'on a tous la même fascination. Hein. On se reconnaît dans votre discours, dans le vôtre. Bon, voilà. Donc, sur la question de l'intrusion dans le paysage, il y a une vraie question. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on a le droit de s'introduire dans le paysage, finalement. Hein. On pourrait se dire ça. Hein. Et moi, j'ai eu une expérience personnelle qui a été assez dure. C'est que quand on a terminé l'installation de Daniel Buren et Patrick Bouchain sur le quai des Antilles, ce quai est resté très 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 longtemps désert, seul, émouvant, triste, et quelques personnes, très peu de personnes, allaient se balader là. Mais ces personnes-là, pour elles, c'était un privilège. C'était exceptionnel, cette solitude-là était exceptionnelle. Bon. Et j'ai une personne qui est venue me voir un jour, qui m'a reconnu, alors que je me baladais derrière les anneaux de Daniel Buren, que je trouve magnifique, bon, et qui m'a dit « Monsieur, je voudrais vous dire, sans agressivité, elle était extrêmement courtoise et sympathique, que vous m'avez volé mon paysage. Par l'introduction de cette installation qui faisait ma fierté. » Bon. Et ça m'a assez ému, hein, parce que j'ai trouvé que c'était fort, quoi, et que c'était peut-être vrai, et que d'une certaine façon, c'était peut-être vrai. Mais ça, j'imagine, hein, architecte, que vous posez quotidiennement la question depuis que vous avez envie d'être architecte. Juste un petit mot pour répondre. Je pense que sur la question de l'aménagement de la Saône, le Grand Lyon a réellement conscience de cette limite, d'abord de la qualité de la Saône aujourd'hui, des rives de Saône. Et c'est pour ça qu'à la différence de ce qui s'est fait sur les berges du Rhône, ils ont fait appel à des équipes différentes. C'est-à-dire qu'ils ont séquencé en fait par ambiance. Alors on peut se demander comment les ambiances ont été déterminées, mais séquencer par ambiance et demander à des équipes très différentes, retenues pour leur capacité à répondre à cette ambiance particulière, de traiter de ces morceaux de paysage. On n'a pas du tout... Travailler avec un paysagiste comme Thibaut Boursier-Bougenot, c'est totalement différent que de travailler avec un paysagiste comme Baz. Ils ont des approches sur la question du paysage, sur la question du rapport à l'eau, rapport au végétal, sur la préservation, sur Wilex. Enfin, voilà, et ça, je crois que c'est bon, de la part du Grand Lyon, certainement, alors peut-être pas l'assurance, mais en tous les cas, ils ont compris qu'il fallait justement aller beaucoup plus avec la Saône, beaucoup plus de façon... c'est de la couture, quoi, la Saône. Effectivement, il y a déjà des qualités
tellement proches, tellement parlé, donc il faut y aller doucement. Enfin, voilà, c'était... Y a-t-il une ultime question, madame, mademoiselle? Ça marche. Oui, bonjour. Je suis très très touchée du débat qu'il y a eu aujourd'hui dans cette ville. Je crois qu'il faut continuer. Et je voulais dire que c'était peut-être la chance, c'est une chance pour la ville quand on décide de traiter de ses fleuves et de son eau, parce qu'elle peut trouver une nouvelle temporalité. C'est quelque chose qui peut être un temps intermédiaire entre le temps de la voiture, le temps du piéton, le temps du rêve. Et c'est une temporalité qu'il y a un vide, qui est assez puissante dans une ville. Donc je crois que c'est une chance quand une ville décide de développer cet espace. Voilà. Très bien, on va terminer là-dessus. Je vous remercie tous, architectes, directeurs artistiques et le public qui, depuis ce matin, nous écoute. Et j'espère que nous avons abreuvé toutes leurs interrogations. Et en tout cas, je pense que le débat est loin d'être clos, cher Pascal. Voilà, merci à tous. Au revoir.